BFM Business. Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Bon, on va rester sur les émergents avec les équipes de Gemway Assets. Son directeur général est avec nous en direct, en plateau. Michel Audban, bonjour. Bonjour. Mais on ne parle pas du Brésil. Hein. Elle a un peu marre. Enfin, on sature. Allez, pendant 5 minutes, on ne parle pas du Brésil. On a Allez, promis. On a un mois pour en parler. Voilà, c'est ça. Promis, dans 15 jours, on s'approchera des phases finales et on parlera un petit peu du Brésil. Bon, avec vous, on en parlera avec d'autres peut-être d'ici là. Un portrait ensemble très régulièrement, 2-3 fois par mois. Portrait des tycoons, les nouveaux rois du business. C'est comme ça qu'on a appelé notre chronique ensemble. Aujourd'hui, le portrait d'un Malaisien qui a quand même 90 printemps. Hein. Et pas tout jeune. 90 printemps, en effet, mais à la tête d'un empire allant de l'huile de palme à l'hôtellerie de luxe. C'est lui qui a créé Shangri-La, par exemple. Certains le considèrent comme étant un des hommes d'affaires les plus doués de tous les temps. Le Shangri-La à Paris ou... Tous les Shangri-La. L'hôtellerie, enfin la chaîne. La chaîne Shangri-La, il a ouvert le premier à Singapour en 1971, et puis voilà, il y en a 100 aujourd'hui dans le monde. D'accord. Près de la moitié en Chine, et puis un à Paris avec une très belle terrasse, maintenant qu'il fait beau. ok, merci pour la pub. Quoi, 90 ans, vous le dites donc l'hôtellerie, l'huile de palme, en passant par la distribution, hein, c'est vraiment un empire. C'est un empire. Dans l'empire, il y a Wilmar International, qui est une partie importante de l'empire, qui est donc le leader de l'huile de palme, mais aussi le leader de l'huile de cuisson en Chine, qui est aussi le 8e producteur de sucre mondial. On vient de parler de Shangri-La. Il y a aussi dans cet empire South China Morning Post, qui est donc basé à Hong Kong, qui est un des journaux les plus respectés de l'Asie du Sud-Est, un journal anglais qui a un peu plus de 110 ans, qu'il a racheté à Rupert Murdoch. Et puis, il y a également dans cet empire Kerry Logistics. C'est une société qui nous intéresse, qui est une société qui a la plus grande surface d'entrepôts en Chine et en Asie du Sud-Est. C'est une société qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Qu'est-ce qui nous intéresse? 3 caractéristiques. La première, c'est que c'est sûrement le meilleur véhicule pour investir dans la logistique en Chine. Ça nous permet également d'investir indirectement dans le développement d'Internet, pour tout ce qui est bien un petit peu plus volumineux, qui nécessite des entrepôts. L'offre d'entrepôts, c'est en grande partie Kerry Logistics. Ouais. Et puis, il y a un management de grande qualité qui a fait ses preuves, en particulier en termes de croissance externe. La société s'est introduite en bourse en décembre dernier. Elle est à peu près à 18% de performance. Pour nous, ce n'est pas fini. Ça pèse déjà 3 milliards. Hein. Oui, ça pèse déjà 3 milliards. Et lui, Robert Koch, il pèse à lui tout seul, hein, selon Forbes, 12 milliards. Parlez-nous un petit peu de lui, là. On prend une minute pour en parler. 12 milliards, son parcours, il vient d'où voilà, comment il en est arrivé là, quoi. Alors, il est né en 1923, en Malaisie, dans le sud de la Malaisie, vraiment juste en face de Singapour, hein, de l'autre côté du pont. Parents chinois. Ses parents avaient un commerce de riz et de produits alimentaires. Sa mère, bouddhiste, lui a très vite inculqué des valeurs très fortes de probité, d'humilité, de détachement vis-à-vis de l'argent, qu'il a respecté à la lettre et transmis à ses enfants. En 1948, son père décède. Il crée avec ses frères Koch Brothers, qui se développe dans le domaine du sucre, se diversifie dans le sucre, et ouvre la première raffinerie de Malaisie. Ça se développe rapidement. À partir de 1960, il développe le commerce de produits alimentaires vers la Chine, à tel point qu'en 1974, il déménage ses bureaux à Hong Kong. Après, en parallèle, il a gardé toujours d'excellentes relations avec les différents gouvernements chinois. Il a su s'adapter tel un caméléon aux évolutions de stratégie politique de la Chine. C'est lui qui a été retenu par exemple pour le chantier et pour la gestion du World Trade Center de Pékin. Coca-Cola, à la fin des années 90, début des années 90, à 93 également, exactement, il cherche un partenaire pour embouteiller en Chine. Et en il le repère et décide de faire une JV avec lui. Ils y vont avec lui, quoi. Ils vont avec lui, mais c'est quand même lui qui garde 80% de la JV, un peu plus de 80% de la JV. Donc, ouais. Et là, hein, ils vont développer, ça va très bien se passer, ils vont avoir jusqu'à 10 usines d'embouteillage pour la Chine et pour l'Asie du Sud-Est. Et puis en 2008... C'est une locale d'ailleurs au passage, hein, dans les émergents, c'est souvent quand même ceux qui ont fait une JV avec un Coca ou un gros partenaire américain. Ça peut bien fonctionner, ouais. Et en 2008, ils le vendent, Coca-Cola rachète la part de la famille Koch, visiblement en très bonnes conditions, c'est resté un petit peu confidentiel, mais bon, plusieurs milliards, très clairement plusieurs milliards. Ils sont quoi? Ils sont malaisiens, un peu britanniques, un peu global, chinois Ils se sont très malaisiens et chinois.
Ouais. D'ailleurs, il parle parfaitement le malaisien, l'anglais. Il parle le saint dialecte chinois. Il se sent avec cette double culture, puisqu'il a grandi en Malaisie, mais de parents chinois. Il a très vite développé de l'activité avec la Chine. Aujourd'hui, il vit à Hong Kong. Il a 8 enfants de mariage. Ces 8 enfants sont à peu près tous à différents niveaux dans ces différentes structures. Il est très peu présent dans les médias. En 16 ans, il a fait un interview international avec Bloomberg, donc président de la presse nationale. Mais on va pas le lancer, là, on va gagner du temps. Ça va être plus simple. Ouais. Et le problème de sa succession se pose évidemment à 90 ans. Donc Kun Chen, son fils aîné qui a 59 ans, est souvent cité par la presse. Aussitôt démenti par Robert Koch qui dit non, je suis là, il n'y a pas de sujet. Bon, et comment se positionne en 30 secondes, Michel, GMWay Assets sur son groupe? Eh bien, dans l'ensemble des entités du groupe, celle qu'on a choisie, c'est Kerry Logistics. Pour les quelques données dont je parlais tout à l'heure, on a un peu plus de 1% du portefeuille de GEM Equity sur Kerry Logistics. D'accord. Très forte croissance. J'ai rappelé des caractéristiques précédentes. 18% de hausse depuis décembre. Pour nous, le potentiel de hausse n'est pas épuisé. Donc c'est une valeur cotée à Hong Kong, en dollars, je présume? Exactement, cotée à Hong Kong. Merci beaucoup Michel Leblanc, donc sur le portrait de Robert Kwok, malaisien, 90 ans et toujours pas de dauphin. Fortune estimée selon Forbes, 12 milliards de dollars. Courte pause.